Trump a intensifié la pression contre Cuba et a placé les Caraïbes au centre de la nouvelle offensive des États-Unis en plein retentissement. Ce samedi 2 mai 2026, la Maison-Blanche a publié un décret présidentiel signé par Donald Trump élargissant les sanctions contre le régime cubain. Alors que le président lui-même a évoqué l'envoi de l'USS Abraham Lincoln, l'un des plus grands porte-avions du monde, près de l'île, après l'opération brutale contre l'Iran. La mesure a été signée le 1er mai 2026 et vise des personnes, des autorités, des entreprises et des secteurs liés au gouvernement cubain. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Information en temps réel, d'une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité. Milson Alves, le décret de la Maison-Blanche le stipule. Les politiques et actions du régime cubain continuent de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Le document souligne également la répression, la corruption, les graves violations des droits de l'homme et l'implication dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la défense, l'exploitation minière, les finances et la sécurité. En pratique, Donald Trump a ouvert la voie pour que le secrétaire d'État, Marco Rubio, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avancent contre la structure qui soutient le régime de la Havane. La cible n'est pas seulement un fonctionnaire isolé. Le décret permet de bloquer des biens, d'empêcher des transactions et de cibler ceux qui opèrent ou aident des secteurs importants de l'économie cubaine. Et voici le point le plus sensible. La mesure autorise également des sanctions secondaires contre les étrangers qui effectuent des transactions avec les cibles définies par Washington. Cela signifie que les banques, les entreprises et les intermédiaires en dehors des États-Unis peuvent être visés s'ils sont considérés comme faisant partie du mécanisme qui maintient le régime en vie. L'impact politique est fort car cela se produit à un moment où Cuba fait déjà face à une pression économique, à un manque de carburant et à des coupures de courant. Pour Washington, Cuba n'est plus seulement une île en crise. Elle est désormais considérée comme une pièce d'un réseau régional qui défie les intérêts américains à moins de 100 miles du territoire des États-Unis. Le discours le plus dur est venu lorsque Donald Trump a mentionné Cuba lors d'un événement en Floride. Selon l'agence Nadolu, le président a déclaré que les États-Unis pourraient prendre Cuba presque immédiatement. Et il a affirmé que, sur le chemin du retour de l'opération contre l'Iran, il pourrait envoyer un grand porte-avions, peut-être l'USS Abraham Lincoln, s'arrêter près des côtes cubaines. La phrase a eu de l'impact car elle n'a pas été prononcée isolément. Elle est apparue le même jour que l'ordre de sanctions, c'est-à-dire que le message financier et le message militaire sont venus ensemble. La Havane a réagi en essayant de transformer la pression en discours de résistance. Le gouvernement de Miguel Díaz-Canel a qualifié les sanctions de mesures coercitives et a déclaré qu'elles représentent une punition collective contre le peuple cubain. Mais cette réaction était déjà attendue. Les régimes fermés présentent souvent la pression extérieure comme une attaque contre le peuple, tout en contrôlant l'économie, la sécurité, les médias et l'opposition. La différence maintenant, c'est que Donald Trump ne parle pas seulement de condamnation diplomatique, il parle d'étouffer les sources de pouvoir du régime. Et c'est là que les Caraïbes retrouvent un poids historique. Un porte-avions américain près de Cuba n'est pas seulement un navire, c'est un message flottant. C'est une puissance aérienne, une présence navale, une pression psychologique et un signal politique. Même sans tirer un seul coup de feu, ce genre de mouvement change le calcul de ceux qui sont de l'autre côté. Quand Trump mentionne l'USS Abraham Lincoln, il ne parle pas seulement de forces militaires. Il dit que Cuba est entré dans la liste des priorités stratégiques de Washington. L'Abraham Lincoln est un porte-avions de la classe Nimitz, propulsé par l'énergie nucléaire et capable d'opérer des dizaines d'aéronefs. Trump l'a présenté comme un symbole de la force américaine. Le plus grand porte-avions du monde aujourd'hui est l'USS Gerald R. Ford. Mais l'Abraham Lincoln demeure l'un des plus grands et puissants jamais construits. Pour la Havane, l'essentiel n'est pas la taille des navires, mais le message. Si Washington décide de déplacer une force navale de cette envergure vers les Caraïbes, le régime cubain devra faire face à une pression réelle dans son propre arrière-cour. Cette pression s'inscrit également dans une séquence plus large. D'abord, les États-Unis ont mis la pression sur le Venezuela. Ensuite, ils l'ont étendue. Ils ont élargi l'offensive contre les réseaux pétroliers, de trafic et les régimes alliés en Amérique latine.
Maintenant, Cuba apparaît comme le prochain centre de l'échiquier. Reuters a rapporté que, sous Trump, Washington avait déjà accru la pression sur l'île au début de l'année, y compris après le départ de Nicolás Maduro du Venezuela et avec des restrictions sur le flux de pétrole vénézuélien vers Cuba. La raison est simple. Cuba n'est pas considéré par Trump comme un problème énergétique lointain. Pour la Maison-Blanche, la Havane sert de base politique, idéologique et de renseignement pour des forces hostiles dans la région. Le régime cubain a survécu pendant des décennies en utilisant le soutien extérieur, le contrôle interne et des réseaux d'influence. Désormais, la stratégie américaine semble consister à couper ces connexions. Il ne suffit pas de critiquer Cuba dans les discours. Le nouveau décret vise les banques, les entreprises, les autorités, les intermédiaires et les secteurs qui fournissent de l'argent, du carburant et une protection au système. Le moment est également important à cause de l'Iran. Trump a dit qu'il aime terminer un travail avant d'en commencer un autre. En reliant Cuba au retour d'un porte-avions venant de l'opération contre l'Iran, il a placé la Havane dans une même logique d'affrontement avec des régimes considérés comme hostiles. Pour le public latino aux États-Unis, en particulier les Cubains, les Vénézuéliens et d'autres groupes qui ont fui des gouvernements socialistes, le sujet latino a un fort attrait politique. Trump le sait. Et le régime cubain le sait aussi. L'histoire montre que les Caraïbes ont toujours été considérés par Washington comme une zone de sécurité vitale. En octobre 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, John Kennedy a ordonné une quarantaine navale contre l'île après que les États-Unis ont identifié des missiles soviétiques sur le territoire cubain. La Maison-Blanche a évité d'appeler cela un blocus, car un blocus pourrait signifier un état de guerre, mais le message était clair. Une puissance rivale ne pouvait pas transformer Cuba en une plateforme de menace directe contre les Américains. Plus de 6 décennies plus tard, Trump utilise un autre langage, un autre contexte et un autre ennemi, mais la logique de fond réapparaît. Cuba ne sera pas considéré comme un espace neutre lorsque Washington percevra un risque stratégique. Dans d'autres nations de la région, les États-Unis ont également déjà montré que, lorsqu'ils décident d'agir, la pression politique peut se transformer en action concrète. Au Panama, en 1989, Bush a autorisé l'opération qui a renversé Manuel Noriega, accusé de lien avec le trafic de drogue et de menaces pour les intérêts américains. À la Grenade, en 1983, Ronald Reagan a envoyé des forces après une crise interne et en affirmant vouloir protéger les citoyens américains et contenir l'influence hostile dans les Caraïbes. Ce sont des contextes différents, mais ils laissent une leçon dure pour les petits régimes qui défient Washington près de ses côtes. Lorsque la Maison-Blanche mélange sécurité nationale, narcotrafic, présence étrangère et répression, la question cesse d'être uniquement diplomatique. Dans le cas de Cuba, l'offensive commence par l'argent et par la pression internationale. Le décret présidentiel permet de cibler toute personne impliquée dans des secteurs sensibles de l'économie cubaine ou qui apporte un soutien financier, matériel ou technologique au régime. Cela peut effrayer les entreprises étrangères qui auparavant pensaient pouvoir opérer à Cuba en séparant leurs activités du marché américain. Une telle sanction provoque la peur dans le système financier. Les banques revoient les transactions, les entreprises évaluent les risques. Les gouvernements alliés de Cuba commencent à réfléchir à 2 fois avant d'offrir une aide ouverte. Et le régime, qui fait déjà face à une crise d'approvisionnement et à des coupures de courant, pourrait perdre encore plus de souffle. C'est une pression silencieuse mais plus lourde. Trump parie que Cuba est en train de vaciller. Le régime essaie de montrer sa force dans les rues, avec des manifestations officielles, des drapeaux et des discours. Mais cela ne change pas la réalité d'une île sous pression à cause de la crise économique, de l'exode de la population, de la dépendance extérieure et du manque de renouvellement politique. L'ordre du 1er mai a justement touché les piliers qui maintiennent ce système debout, l'argent, la sécurité, l'énergie et le soutien extérieur. La présence du nom de Marco Rubio pèse aussi. Rubio est fils de Cubain. Il connaît les questions de la diaspora et a toujours défendu une ligne dure contre la Havane. Avec lui au département d'État, la politique contre Cuba cesse d'être simplement technique. Elle acquiert un symbole politique pour des millions de latinos qui considèrent le régime cubain comme l'origine d'un réseau autoritaire répandu dans la région. Aux côtés de Scott Bessent, au Trésor, Rubio dispose désormais d'un outil pour transformer les discours en sanctions concrètes. Le régime de Díaz-Canel affirme qu'il ne se laissera pas intimider, mais la vraie question est qui osera encore prendre des risques pour la Havane ?
Si une institution financière étrangère risque de perdre l'accès au système américain pour avoir aidé des agents cubains, le choix devient beaucoup plus difficile. Si des entreprises de l'énergie et du secteur minier peuvent être associées à des secteurs sanctionnés, le coût augmente. Si les alliés régionaux se rendent compte que Cuba est devenu une priorité pour Trump, l'isolement s'accentue. Le discours sur le porte-avions complète ce tableau. Les sanctions touchent au portefeuille. Le porte-avions exerce une pression psychologique, et lorsque ces deux éléments apparaissent ensemble, le message devient brutal pour le régime. Et, pour un gouvernement déjà affaibli, la pression économique, politique et militaire peut suffire à provoquer des fissures internes. Ce qui s'est passé donc, c'est un changement clair dans l'attitude américaine envers Cuba. Trump a signé un décret pour renforcer les sanctions. Et en même temps, il a parlé d'envoyer la force navale américaine près de l'île. La Maison-Blanche a retiré le sujet du domaine du discours et a mis les sanctions, le Trésor, le département d'État et le porte-avions dans le même message. Pour la Havane, l'alerte est simple, les Caraïbes sont de nouveau en ébullition. Et cette fois, Trump veut que le régime ressente l'impact avant même qu'aucun navire n'approche des côtes. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.